Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle année d'Accès Direct. Je vous souhaite bien évidemment tout le meilleur pour cette année 2019. Accès Direct, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 7 janvier 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Dominique Liégeois, le directeur de Savoie Grand Revard, pour Un jour, une station. On parlera également bande dessinée avec Elisa Giacomotti, auteure et éditrice. Et comme chaque lundi du sport au programme, nous serons en ligne avec Christophe Ville, le manager sportif des Pionniers de Chamonix, et nous parlerons de l'Open d'athlétisme de Tignes. Mais avant, les titres du journal avec toi, Clémence. Salut Clémence, bonne année. Salut Seb. Merci, bonne année à toi aussi. Alors, on va parler ce soir notamment de maires ruraux de Haute-Savoie qui sont un petit peu en colère. Oui, donc c'est plusieurs maires en fait qui se rassemblent en Haute-Savoie pour organiser leur propre concertation. En même temps donc que la concertation publique nationale qui a lieu donc en ce moment. Des élus qui se sentent oubliés par les grands thèmes en fait de cette concertation publique nationale. Et c'est Emmanuel Jaude qui est allé à leur rencontre. Et puis une bonne nouvelle pour les malades de la sclérose en plaques avec un centre qui va être totalement repensé du côté de Saint-Joriot. Exactement, un nouveau centre médicalisé qui est donc dédié aux malades de la sclérose en plaques qui va voir le jour précisément à la Marteraie, donc à Saint-Joriot comme tu le disais. Cette maladie, c'est la première cause de handicap traumatique chez les jeunes. C'est donc un soulagement pour leur famille et puis les malades aussi. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve un petit peu plus tard dans cette émission. Allez, place à mon premier invité pour Un jour, une station. Je vous en prie, Dominique Liégeois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Savoie Grand Revard, une entité qui regroupe 3 domaines skiables du massif des Bauges, le Revard, la Fécla et Saint-François-de-Sales. Vous aussi, vous avez fait le choix de cette mutualisation? Tout à fait, oui. C'est un choix qui a été fait il y a de ça plus de 10 ans, notamment autour du Nordique, pour réunir les 3 portes d'entrée du domaine nordique de Savoie Grand Revard, la Fécla, le Revard et Saint-François-de-Sales. Qu'est-ce qu'elle vous apporte justement, cette mutualisation? Ça nous permet d'avoir un domaine de ski important, pas de coupure dans les pistes, puisque tout est relié. Alors, ce qui n'est pas le cas sur l'Alpin, puisqu'on a effectivement la Fécla et le Revard qui sont non reliés par les pistes, mais c'est très important et puis ça nous permet de fonctionner de manière optimale. Alors, on le voit sur la carte, en plein dans le massif des Bauges. Tout à fait. C'est un des atouts, notamment de votre domaine skiable. C'est clair que notre orientation de la forêt du domaine de Savoie Grand Revard et son enneigement naturel est important pour le nordique notamment. Alors justement, concernant le ski nordique, comment se sont passées les vacances de Noël chez vous? Alors très bien. On est au même niveau que la saison dernière qui avait plus de neige en démarrant un peu plus tard. Effectivement, on a un bon tiers du domaine qui est ouvert, qui est accessible, qui a été très 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 fréquenté pendant les vacances de Noël. Oui. Quelles sont les principales qualités de votre domaine nordique? Il y a le côté grands espaces, pistes dans la forêt, qui a subi quelques dommages à cause du scolyte, mais elle reste quand même très présente. Et puis surtout, on est réputé, renommé pour la qualité du damage que font nos équipes. L'été dernier, il y a eu pas mal de travaux, notamment des travaux forestiers, pour justement pouvoir permettre un damage encore plus performant. Tout à fait, et puis on le sent cette année, puisque deux pistes ont été totalement rénovées, réempierrées, etc. Et les premières chutes de neige ont pu être compactées dessus, et ce qui nous a permis d'avoir un domaine ouvert en grande partie. Le plus grand domaine skiable, ski nordique de France, c'est bien ça? Alors, en termes, je pense que nos amis jurassiens ont plus de kilomètres développés, mais en termes de fréquentation, on est effectivement le premier site de France. Vous encouragez la pratique du ski nordique encore plus avec ce genre d'infrastructure? Tout à fait. On voit qu'il y a aussi un stade de biathlon? On a un stade de biathlon, on est typiquement un site à vocation urbaine presque, puisque en 30 minutes, on monte d'Aix-les-Bains ou de Chambéry pour pratiquer, faire son sport favori et prendre un moment de détente sur Savoie Grand Revard. Ouais. Alors, vous proposez également du ski alpin avec une douzaine de remontées mécaniques. Tout à fait. J'imagine que pour vous, c'est aussi important de conserver cette offre ski alpin. Tout à fait. On fait partie de ces stations de Piémont qui sont les sites d'apprentissage. Ici, sur Annecy, vous avez au plus proche le Semnoz, la Sambuy, qui sont des sites d'apprentissage. Nous, au-dessus de Chambéry, Aix-les-Bains, c'est Savoie Grand Revard et les Aillons-Margeria. On est typiquement le site d'apprentissage des jeunes du Piémont. Et donc, c'est important d'avoir toujours du ski alpin à proposer. Pas mal de nouveautés d'ailleurs pour le ski alpin pour cette saison 2019. Alors il n'y a pas spécialement de nouveautés. La grande nouveauté c'était l'hiver dernier avec un tapis d'embarquement à la Fécla.
On a quelques travaux de piste et puis on va vraisemblablement mettre en place un big airbag sur le Revard pour cette saison d'hiver. J'ai lu aussi la luge tubing, c'est toujours d'actualité? Alors la luge tubing, le problème c'est qu'elle ne peut pas fonctionner en version neige à cause des problématiques de sécurité et de freinage de la bouée. Mais s'il n'y avait pas eu de neige, effectivement, on l'aurait activé. Comment on fait pour survivre dans ce milieu des stations de sport d'hiver quand on est en moyenne montagne comme vous? Quand on voit les difficultés depuis quelques années liées au changement climatique, liées à l'enneigement ou au non-enneigement? Comment on fait pour survivre? Alors, bon, est-ce que le terme survivre est le bon terme? Survivre, je ne sais pas si c'est le bon terme, non. On offre un produit différent. On offre un produit d'apprentissage, on offre un produit adapté à la famille, adapté aux jeunes enfants. Et effectivement, on offre un produit un peu moins cher que nos amis des grandes stations. Donc, c'est cette alchimie-là de village, de mixité nordique alpin, d'autres activités, hein, puisqu'on peut faire de la luge, du chien de traîneau, du ski joring et tout un tas d'autres activités, qui fait qu'on attire une population de skieurs ou d'apprentis skieurs sur nos domaines avant qu'ils aillent se pratiquer dans des stations à plus fort dénivelé. Par rapport à tous ces changements climatiques qui vous impactent forcément, vous diriez que vous êtes plutôt optimiste pour la suite, malgré tout? Optimiste, est-ce que c'est un bien grand mot? La neige fait encore vivre en grande partie la station, mais on travaille avec nos deux collectivités supports, hein, Grand Lac et Grand Chambéry, à cette diversification. On commence l'été hein, avec la luge tubing, avec le VTT de descente. Vraisemblablement, pas cet été, mais l'été 2020, on devra avoir une luge rail également. Donc tout ça, ce sont des investissements à faire pour densifier l'offre tout au long de l'année et surtout en version été. Ouais. Le 22 janvier prochain, vous accueillerez une nouvelle fois la Grande Odyssée, Savoie-Mont-Blanc. J'imagine que c'est une réelle fierté au fil des années de continuer à être inscrit dans le programme. Voilà, on est inscrit dans le programme. On est l'avant-dernière étape avant la conclusion à Bessan. Effectivement, on reçoit sur Savoie-Grand-Revard l'avant-dernière étape pour la 6e année consécutive. J'espère que ce sera une grande fête. On attend un peu plus de neige pour offrir un parcours plus étendu que ce qu'il ne pourrait être en ce moment. Mais ça sera à nouveau encore une grande fête du chien de traîneau sur Savoie-Grand-Revard. Oui. Qu'est-ce que ça représente justement pour un domaine skiable comme le vôtre, la tenue d'une épreuve aussi importante que la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, avec tout ce que ça implique? Alors, tout ce que ça implique, c'est beaucoup de travail pour les équipes techniques, hein, les pisteurs, les dameurs, le personnel d'accueil de l'Office de tourisme qui doit accueillir cette manifestation. C'est aussi un moment de réception de beaucoup d'enfants de la vallée qui montent avec leur classe pour assister à cet événement-là. Les chiens attirent toujours beaucoup de monde. C'est un moment en général de spectacle et de forte présence de spectateurs qui viennent passer un bon moment. Et puis surtout, c'est de la notoriété. C'est de la notoriété pour notre espace nordique, pour notre ambiance Grand Blanc, Grand Nord. C'est compliqué. Il est compliqué le cahier des charges pour se porter comme ville-étape pour l'Odyssée? Compliqué, non, parce que nous, on a la chance d'avoir un domaine nordique entretenu quotidiennement, etc. Donc, c'est des pistes qui sont utilisées. On a des mushers aussi sur place qui travaillent à l'année chez nous. Après, c'est du temps, évidemment un peu d'argent, et puis c'est du travail de préparation qui est quand même assez important. On rappelle la date? Mardi 22 janvier, premier départ à 14h. Merci beaucoup, voilà, Dominique. Avec plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Allez, on enchaîne avec notre rubrique Dans ma bulle. Je vous en prie. Elisa Giacomotti, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une habituée des plateaux de Huit-Mont-Blanc. Habituée. Pas dans cette configuration, en tout cas pas ici à Épagny. Pas ici. Alors vous êtes auteur, éditrice de bande dessinée. Vous avez votre boîte d'édition. D'où est-ce que ça vous vient, la passion? Est-ce qu'on peut parler de passion déjà de la bande dessinée pour vous? Enfin, passion, non. Vocation? Disons que c'était une vocation. C'était un petit peu des événements dans Chamonix et des choses dont je me suis occupée qui m'ont menée à ça, parce que je trouvais que c'était plus facile de parler en images qu'en paroles. Les images, on les regarde et ça a créé comme ça toute une collection qui, pour finir, fonctionne bien, voire très bien, et dans laquelle je vais continuer
d'avancer. Alors, vous êtes originaire de Chamonix. Oui. Vous avez donc décidé de raconter votre pays à travers plusieurs ouvrages. Oui, à travers. Comment ça vous vient? Comment est-ce que l'inspiration vous vient? Bah, écoutez, c'était au départ, en fait, c'était un petit peu sous couvert d'environnement, parce que ça fait 25 ans en vallée de Chamonix que je me préoccupe de nos problèmes un petit peu, on va dire, d'environnement, qui sont assez conséquents. Comme chacun le sait, aujourd'hui, on n'a quand même pas la meilleure habitation qui soit par rapport à notre espace naturel. On est assez pollué, c'est triste de devoir se le dire. Puis c'est un peu parti comme ça. C'était une façon de dire, bon, bah, écoutez, est-ce qu'on pourrait rectifier les choses? Parce que ce discours, il y a 25 ans, il n'était pas entendu. L'environnement, aujourd'hui, c'est le fonds de commerce de tout le monde, même ceux qui n'y croient pas. Enfin, même Total fait de l'environnement, enfin, tout le monde fait de l'environnement. Mais pour s'environner bien les uns les autres, eh ben, je pense qu'il fallait le proposer d'une façon un petit peu différente. Et moi, j'ai trouvé cette solution à travers les bandes dessinées, à travers les bulles. Alors, l'avantage, la qualité, c'est que c'est très différent. Vous parlez de choses différentes, de choses variées. C'est aussi ça un gage de qualité pour vous? Oui, bah, une fois que j'avais parlé d'environnement, que j'avais dit cette première BD, si je peux me permettre de la montrer d'ailleurs, c'est celle-ci qui fonctionne très très bien parce qu'elle a déjà été vendue à 20 000 exemplaires. Donc pour une toute petite maison d'édition comme la mienne, c'est beaucoup. Je la réédite pour la 5e fois d'ailleurs la semaine prochaine. Ça veut dire que ça marche bien? Ça veut dire que ça marche bien. Donc c'était celle-ci qui était un peu sous couvert, je vous dis, de montrer un peu notre espace naturel. Et puis après, elle a tellement bien marché que je pensais que c'était juste une petite, je veux dire, une petite façon de dire les choses, mais que j'ai perduré, que j'ai continué dans la collection. Et après, j'ai fait dans la collection, alors je me permets de les montrer, ça fait un peu de publicité, mais c'est sympathique aussi de voir ces ouvrages. La construction du train du Montanvert, les familles italiennes qui sont venues s'installer à Chamonix, qui ont participé à ça. Et le train à Chamonix, le train du Montanvert, on n'en voulait pas, parce que ça allait être des concurrents des muletiers qui montaient les gens à Montanvert avec ses ânes. Et on disait d'ailleurs, ça va être comme Zermatt, la vallée va être polluée, il ne faut pas de train au Montanvert. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas de train au Montanvert, ben Chamonix n'a pas non plus le succès qu'il a. Forcément. Après, j'ai fait le crash au Mont Blanc. Ces 2 avions qui se sont crashés au sommet du Mont Blanc, chose incroyable, les 2 partaient de la même destination, de Bombay, arrivaient sur Genève. Tout le monde a vu le livre, le film Le Bal à Mar Princesse. Et ces 2 histoires sont assez incroyables, mais vraies. C'est toujours sur une base historique de faits réels. Je romance pour rendre la chose sympathique, pour avoir des personnages qui animent tout ça. Ce n'est pas un documentaire, ces bandes dessinées, ce sont des vraies histoires. Puis après, il y a celle-ci qui est assez d'actualité, qui me tient assez à cœur. C'est l'histoire du ski. C'est l'épopée du ski. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui est assez sympathique à savoir, c'est que les premiers Jeux olympiques, ce qui a été qualifié de Jeux olympiques... De l'ère moderne de ski. Voilà, l'ère moderne 1924, du ski, 1924 à Chamonix. Et on ne va pas oublier qu'en 2024, ça serait bien de peut-être faire les Jeux olympiques de la jeunesse à Chamonix, de les préparer, parce que ça sera le centenaire des Jeux olympiques. Donc j'espère que la vallée et les citoyens seront favorables à cette manifestation, qui sont les Jeux olympiques de la jeunesse, que peu de gens connaissent, en 24. Est-ce qu'elles ont une vocation patrimoniale, vos bandes dessinées? Ça serait prétentieux de dire oui, mais je ne vais pas vous dire non. Est-ce que vous avez un message quand vous écrivez? Il y a quelque chose que vous voulez retransmettre? Oui, à chaque fois. La première, c'est une évidence. Après le train du Montanvert, c'était qu'on ne voulait pas d'un train. C'était les rixes avec les Italiens. Le crash au Mont Blanc, c'est montrer que la montagne, voilà les squelettes. Ça met à l'honneur les guides, les sauveteurs, enfin, des gens qui sont formidables et dont on a vraiment besoin dans cette vallée de Chamonix, enfin, sur les zones glaciaires et tout ça. Après le ski, oui, le message, c'est que le ski, c'est un vieux sport qui a commencé il y a 6000 ans. Bon, étant moi-même monitrice de ski, ça me tenait à cœur de raconter cette histoire. Je parle un petit peu de la station du Semnoz, parce que c'est mon père qui a construit la station des Semnoz en 1968. Donc, c'est le 50e anniversaire aujourd'hui de l'ouverture du Semnoz. Ça, je tenais à le dire aussi. Et puis après, il y a d'autres histoires. J'ai fait, je l'ai oublié celle-ci, j'ai fait le voyage de la mer de glace. J'ai oublié de la prendre. Voyage de la mer de glace, qui est le parcours de l'eau depuis le Mont Blanc. Et je dis tout le temps, pourquoi les mers et les océans sont salés. Et souvent les adultes ne savent pas, mais les enfants savent. Je dis c'est grâce à Chamonix. C'est les sels minéraux qui drainent, l'eau qui est drainée, qui fait que les mers et les eaux sont salées. Donc j'ai fait un petit parcours, un tour du monde qui part de la mer de glace. Et c'est tout un petit plaidoyer pour l'eau. Parce que l'eau, vous voyez, moi je suis un petit peu contre. C'est sûr que je ne vais pas être favorable de vous dire qu'on a besoin d'eau, qu'on a du mal un peu à boire et à se laver. Puis
puis que les canons à neige en station, je trouve c'est pas ce que je trouve de mieux. Donc ça, j'ose le dire aussi. Vos personnages, ils sont inspirés par qui? Par vos différentes rencontres que vous avez pu effectuer tout au long de votre vie? La plupart de mes personnages sont réels. En plus Par exemple, dans le crash au Mont Blanc, je suis allée chercher un des sauveteurs qui s'appelle Georges Payot, qui est le fils d'un guide et qui est guide lui-même et qui a participé aux 2 crashs d'avion. Et les auteurs du ski, des vrais skieurs, quand je mets Kili, Émile Allais, James Coutet, tout ça, ce sont des gens d'actualité. Là, on a notre ancien maire de Chamonix, Michel Charlet, qui a participé à toute cette épopée de Chamonix, enfin une grande partie, parce que 25 ans, 26 ans maire de Chamonix, ça fait un bout dans l'histoire. Et bon, je dois vite m'arrêter et faire vite, je vous parlerai du dernier livre qui s'appelle Valorcine, la vallée des ours. Valorcine veut dire la vallée Ursine. Et le dernier ours, c'est vrai aussi, qui a été vu à Valorcine en 1880. Donc j'ai mêlé cette petite histoire du dernier ours, qui a fui nos montagnes parce que les téléphériques ont remplacé sa présence, les touristes, il y a trop de monde et maintenant il n'y aurait plus d'espace dans tout ça, avec le Robin des Bois de l'époque qui s'appelait Samuel Farinet. Et c'était notre Robin des Bois des États de Savoie. Donc le dernier rousse, une rencontre avec tout un parcours. Et on part en Italie aussi. Bon, tout ça, c'est des pistes de montagnes que je connais bien pour les avoir faites à pied, à Pot-de-Phoque, tout ça, le Grand Saint-Bernard, le Petit Saint-Bernard. Donc on part avec cette belle histoire qui est aussi une vraie histoire. Et qui est fait avec... Je préciserai quand même que 3 de ces livres, ceux-ci ont été faits avec un dessinateur d'Annecy, Geoffrey Gillespie, qui habite là, qui est un formidable dessinateur à l'ancienne, qui fait un travail de perfection, je peux ouvrir un livre? Allez-y. De personnages, vous voyez, comme c'est fouillé, comme c'est travaillé, la façon dont il dessine est exceptionnelle. J'espère refaire un livre avec lui, qui sera encore... Belle collaboration. Ouais. Vous l'avez dit tout à l'heure en début d'interview, la neige, la montagne font partie intégrante de votre univers. Quel regard vous portez sur les changements climatiques qui impactent forcément le monde de la montagne? Le regard, justement, c'était ma première BD. Il y a 25 ans que je m'occupe de ça. Alors le regard, c'est évident qu'il n'est pas très joyeux à constater. Moi, la seule chose que j'espère, c'est qu'on aura un peu de cohérence maintenant à dire environnement, et puis à développer que du ski avec des canons à neige. Je trouve que c'est dramatique. Parce que je pense qu'avant, il faudrait peut-être commencer par boire et se laver. Et puis, on n'a pas de précipitation. On est dans le même quartier. Il n'a pas plu de l'été, il ne pleut pas de l'hiver, il ne neige pas. Donc, les réserves d'eau, elles sont primordiales qu'avant de se dire qu'on va skier. Et je pense que les stations, elles peuvent trouver des alternatives à ça. En tout cas, il suffit de les proposer. Parce que, vous savez, vous arrivez, il n'y a pas de neige. En échange, on vous dit, on peut faire ci, on peut faire ça. On doit vous montrer un peu le chemin, c'est-à-dire un office du tourisme, il est un peu fait pour ça. Puis nous tous qui habitons dans la vallée, on dédramatise le fait qu'il n'y ait pas de neige. Ça fait partie de maintenant de ce qui est. Mais je pense qu'il ne faut pas continuer d'enfoncer le bouchon, aller faire des trous et faire des retenues collinaires et puis arroser ces pistes qui, en plus de ça, c'est une fausse neige. Et franchement, c'est une neige qui est quand même dangereuse parce que c'est des neiges très dures, c'est des neiges gelées. Et moi, je ne suis pas du tout partisane de ça, c'est évident. Une dernière chose, la collection n'est bien évidemment pas terminée? Ah non, bien sûr que non. La collection, il y a pléthore d'histoires à raconter à Chamonix. Et la prochaine devrait voir lieu dans 1 an. Merci beaucoup, Elisa. Merci à vous. À très bientôt. Allez, on passe à la rubrique sport. Je suis en ligne normalement avec monsieur Christophe Ville. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Un petit peu lointain, mais je vous entends. Moi, je ne vous entends pas du tout, par contre. Ah, c'est embêtant. Alors, Christophe Ville, vous êtes le manager sportif des Pionniers de Chamonix. Le rythme effréné de la Ligue Magnus continue avec la réception de Mulhouse, Lanterne Rouge, dès ce mardi. Tout à fait. On joue quasiment tous les 2 jours, même si on a été exempt dimanche. Le rythme est assez élevé. On a enchaîné quelques résultats un petit peu décevants vu la configuration de certains matchs. Est-ce que vous pouvez vous reculer un tout petit peu? Voilà, comme ça, c'est parfait. Parfait comme ça. Voilà. Et vous m'entendez ou pas? Je vous entends très bien, je vous entends très bien. Oui, vous disiez la dynamique est assez négative avec 3 défaites, dont 2 après prolongation. C'est des défaites en prolongation, alors c'est demi-négatif, mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant par rapport à nos espérances, on va dire, par rapport au potentiel que l'on a. Demain, le match est capital parce que c'est une équipe qui est derrière nous, qu'il faut absolument laisser loin de nous et qui est pour l'instant, on dirait, dans une mauvaise passe. Mais il faut se méfier parce que je crois que tout le monde cette année est capable de battre tout le monde. Alors, vous l'avez dit aussi, on l'a vu, vos derniers matchs ont été marqués par notamment une entame délicate. J'imagine que contre Mulhouse, l'objectif, ça va être de débuter pied au plancher, d'une meilleure façon en tout cas. Alors, c'est un défaut de l'année, je dirais, c'est qu'on a énormément de mal, difficulté à commencer nos rencontres. Et il n'est pas rare qu'après une période, on soit déjà à 3-0.
et on bataille tout le match pour revenir. Alors souvent, on arrive à quand on part de trop loin, ça nous joue des tours. Et ça, c'est vraiment un petit peu notre point faible cette année. Il faudrait vraiment y remédier sur les dernières rencontres, parce que là, on s'aperçoit qu'on est très très proches les uns des autres entre la 5e et la 9e place. Et là, s'il n'y a que 8 places pour les playoffs. Alors on sait en plus que sur la phase des playoffs, il faut éviter à tout prix la 7e, 8e place, parce que là, on jouerait au premier tour Grenoble ou Rouen, ce qui ne serait pas une mince affaire. Et que l'idée serait d'essayer d'accéder à une 6e place. Voilà. Mais on peut aussi être hélas sur une 9e place. Tout est très très serré. Les dernières rencontres, là, il reste à peu près une douzaine de matchs. Il faudra vraiment être très très bon. Alors l'autre grosse actu des pionniers, c'est bien évidemment cette Coupe de France, puisque vous disputerez la demi-finale à Bercy le 16 février contre Lyon, Lyon tenant du titre. Une présence en demi-finale, une première depuis 19 ans. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui récompense un petit peu les efforts que l'on fait depuis le début d'année. On a un recrutement qui est plus sérieux, on va dire, que l'année passée, puisqu'on a eu plus de temps pour le faire. Donc on a monté une équipe qui est plus compétitive, même si elle est jeune et avec certains joueurs avec un petit manque d'expérience. Mais on est déjà plus compétitif, ça remontre qu'on a de l'ambition. Ça donne satisfaction aussi aux spectateurs qui aient besoin un petit peu de nous voir participer à des phases finales. C'est une Coupe de France, c'est une valeur. Qui plus est, à Paris, c'est toujours intéressant d'aller jouer à Bercy. C'est une très très belle patinoire quand elle est en configuration patinoire. Donc c'est un petit peu une petite récompense pour cette première partie de saison. La collectivité de Chamonix aussi apprécie que le nom de Chamonix ressorte au plus haut niveau. Et on a un bon coup à jouer. C'est une Coupe de France, même si on joue le tenant du titre. Peut-être que Lyon n'a pas tout à fait le même potentiel que l'année passée. C'est une équipe qui nous réussit cependant pas très bien. Mais on jouera crânement notre chance. On espère aller au bout. Voilà. L'occasion est trop belle pour dépoussiérer un petit peu l'armoire à trophées, là. Oui, c'est pas faux. Il y a depuis longtemps qu'il n'y a pas eu un trophée à Chamonix. Je crois qu'il y a eu une finale de Coupe de France il y a une petite dizaine d'années, qui était à Méribel. On remettrait bien ça pour une finale et puis pour aller au bout, quoi. Voilà. Mais le parcours est long. Chacun veut essayer de briller. On a sur 4 équipes, on a une seule équipe, on va dire, qui figure plutôt bien cette année, qui est Amiens, qui fait partie des équipes un peu prétendantes, on va dire, au podium. Derrière, c'est un petit peu plus laborieux. On a Strasbourg qui est en difficulté en championnat, Lyon qui n'est pas non plus très très perfo. Donc c'est un petit peu les petits poussets qui se retrouvent là en surnuméraire et qui aimeraient bien, comme vous dites, remettre une coupe dans l'armoire. Merci beaucoup Christophe Ville, c'est tout le mal qu'on vous souhaite évidemment. Voilà. À bientôt. Merci, à bientôt. Allez, j'accueille à nouveau Clémence pour la revue de presse. Alors on commence notamment, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission, notamment avec Elisa Giacomotti, un nouvel épisode de pollution, malheureusement. Oui. Donc l'article, voilà, il est là, il apparaît. Donc sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, je me suis basée donc sur cet article, mais il y en a plein d'autres bien sûr sur le sujet. C'est donc la vallée de l'Arve qui est régulièrement victime de problèmes de pollution. Elle a été placée en vigilance rouge ce dimanche, celui qui vient de passer, et aussi aujourd'hui une alerte de niveau 2 donc qui atteste en fait que la qualité de l'air n'est absolument pas au rendez-vous dans la vallée. C'est Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui est chargé donc de surveiller cette qualité de l'air et l'organisme a annoncé que l'épisode est amené à se reproduire en fait assez régulièrement. La Savoie a mis en place des mesures de restriction contre cette pollution de l'air. Alors par exemple, je vous les énumère rapidement, il y a l'abaissement de la vitesse de circulation de 20 km/h sur les principaux axes routiers de la vallée, le renforcement des contrôles de pollution des véhicules, il y a uniquement les poids lourds critiques R 1 à 4 qui sont autorisés à circuler. Il est également interdit d'utiliser des chauffages individuels au bois. C'est environ 155 000 personnes qui vivent dans la vallée et c'est donc autant d'habitants qui sont soumis à cette pollution quasiment quotidienne maintenant. Donc il y a une enquête publique qui a été mise en place à ce sujet et c'est marrant parce qu'on va en reparler dans le JT tout à l'heure. Et puis tu as choisi de nous parler cinéma avec la 76e cérémonie, cinéma et télévision avec la 76e cérémonie des Golden Globes qui a eu lieu cette nuit. Oui, absolument, cinéma et télévision, et tu fais bien de le dire. Alors je ne sais pas si tu avais pris les paris sur les récompenses des Golden Globes. Est-ce que tu savais à peu près Non, mais j'ai vu le film vainqueur ce week-end et je les comprends. Un des films vainqueurs, effectivement, ce week-end. Donc voilà le palmarès. Donc je me suis basée sur le site France Info. On commence par une double récompense. Le meilleur film dramatique et meilleur acteur dramatique ont été décernés au film Bohemian Rhapsody. On voit effectivement l'acteur principal qui joue le rôle donc, de Freddie Mercury, puisqu'il s'agit d'un biopic sur la vie du groupe Queen et donc de son chanteur phare Freddie Mercury.
Il y a également le prix qui a été remis aussi, meilleur réalisateur et meilleur film en langue étrangère pour Roma. Alors, ce qui est intéressant avec Roma, c'est que c'est un film qui est diffusé sur la plateforme Netflix. Et donc, c'est ça, en fait, la nouveauté cette année. C'est que le géant américain s'impose petit à petit dans le monde qui est pourtant très fermé du cinéma. On continue avec Glenn Close, qui a été sacrée meilleure actrice dans un film dramatique pour son rôle dans The Wife. Le grand perdant, en fait, cette année, puisqu'il en faut toujours un. S'il y a des gagnants, il y a forcément des perdants. Eh bien, c'est le film A Star is Born avec Bradley Cooper et Lady Gaga, qui pourtant était très attendu et qui n'a pas eu de prix, en fait, à ces Golden Globes. Et côté série, je termine juste avec ça, il y a la fameuse série The Americans que moi j'ai adorée, qui est aussi sur Netflix. Elle a été enfin désignée, je dis enfin, parce qu'après 6 saisons, comme la meilleure série dramatique. Ça vaut vraiment le coup, surtout si la période guerre froide vous intéresse. C'est une super série, il y a déjà 6 saisons à se mater, donc c'est plutôt cool. Et toi Seb, maintenant tu nous parles d'un tweet plutôt politique. Oui, Guillaume Tatu, journaliste engagé, a décidé de porter plainte contre Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, pour discrimination. Le journaliste qui reproche à l'élu de l'avoir bloqué sur Twitter a déclaré que la décision de Richard Ferrand constitue une discrimination fondée sur des opinions politiques. Guillaume Tatu affirme avoir été bloqué après avoir relayé des articles sur l'affaire des mutuelles de Bretagne. C'est cette affaire qui a secoué un petit peu le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il a enfin ajouté que le compte Twitter du président du Perchoir représente selon lui un profil d'intérêt général. Il doit donc être accessible à tous les citoyens. Affaire à suivre. Si d'ici 3 semaines rien n'est fait, Guillaume Tatu continuera avec une nouvelle plainte. Et maintenant, on change un peu d'ambiance avec une histoire d'ascenseur. Oui, une mésaventure qui nous a été racontée par le site internet de 20 minutes. 9 personnes sont restées bloquées dans un ascenseur au Belleville, une bonne partie de la nuit dernière, entre donc dimanche et ce lundi. 4 heures d'intervention ont été nécessaires pour libérer les compagnons d'infortune. J'espère qu'il n'y avait pas trop de claustrophobes à l'intérieur de ce groupe. Les sapeurs-pompiers ont dû faire appel à des professionnels du secours de haute montagne, carrément pour aller les chercher. Ça a été très compliqué. Fort heureusement, tout est bien qui finit bien, puisqu'il n'y a eu aucun blessé à déplorer. Merci Clémence, on se retrouve en fin d'émission. Et on reparle sport, cette fois-ci avec de l'athlétisme. Je suis en ligne avec monsieur Renaud Grolet. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le responsable événement de Tignes, la station de Tignes qui organise ce jeudi son 3e Open Athlé Indoor. Tout à fait. C'est vrai que la station a pris l'habitude de lancer la nouvelle année avec un Open d'athlétisme. Et c'est avec plaisir qu'on accueille les meilleurs perchistes français pour cette 3e édition. Comment elle est née cette épreuve ? Elle est née à la fois d'une volonté d'amener l'athlétisme à Tignes parce qu'on a des très beaux équipements et notamment Tignes Espace qui est un équipement pur et fonctionnel où on peut accueillir à la fois des événements culturels, économiques et sportifs et aussi des rapprochements avec la Fédération française d'athlétisme et la Ligue régionale d'athlétisme. Alors la première édition avait fait la part belle aux épreuves de vitesse. Vous avez souhaité vous recentrer sur l'épreuve de saut à la perche depuis maintenant 2 ans. Et une fois encore cette année, une tête d'affiche, Renaud Lavilloni, champion olympique, triple champion du monde en salle, recordman du monde. C'est une sacrée tête d'affiche. C'est une très belle tête d'affiche. Effectivement, on a fait le choix de se recentrer sur la perche parce que c'est la discipline qui nous apparaissait la plus impressionnante, notamment pour les novices. Et ça nous permet de mettre beaucoup de monde au bord du sautoir et effectivement au contact d'un champion tel que Renaud Lavilloni. Alors, et Renaud Lavilloni qui avait déjà brillé sur la piste de Tignes Espace, puisque l'année dernière il s'était imposé avec un saut à 5,81 m. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'autres noms d'athlètes présents ? Stanley Joseph sera présent, ça fait partie aussi de la génération montante des perchistes français. Les frères Collet seront aussi là. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'on a plus de 8 perchistes et on est vraiment sur la crème de la perche française. C'est vrai que le fait d'avoir une locomotive comme Renault attire de plus en plus de jeunes vers la perche et nous permet d'avoir une belle densité au niveau des compétiteurs. Qu'est-ce que ça change pour les perchistes justement de sauter à plus de 2000 mètres d'altitude ? Déjà, est-ce que ça change quelque chose ? C'est un effort supplémentaire pour eux parce qu'effectivement ils sont plus vite essoufflés, mais avec moins de pression, on a aussi l'impression de voler un peu plus. C'est le retour qu'on a des perchistes et même de tous les athlètes qui viennent s'entraîner à Tignes, c'est moins de résistance à l'air et le fait de planer un peu plus, en tout cas pour les perchistes. On sait qu'en début de saison, les performances s'amélioreront de jour en jour. On va avoir je pense, des belles perfs pour un tout début de saison. On espère aussi avoir une meilleure performance mondiale comme l'année dernière, les 5,80 de Renaud Lavilloni. Mais voilà, je sais que tout le monde est impatient et content de venir sauter à Tignes. Dernière chose assez rapidement, un mot sur les futurs événements sportifs du côté de Tignes pour cette année 2019.
Plein d'événements pour l'hiver 2019. On aura une Coupe d'Europe de ski avec un géant dame le 31 janvier et surtout un slalom parallèle homme-dame en nocturne. Donc vraiment un bel événement à venir. On aura une Coupe de France et aussi une Coupe d'Europe de boss au mois de mars. Et on sort un peu du sport, mais le point d'orgue pour nous, c'est le Live by Francophonie, donc un gros festival entre le 16 et le 18 avril. Merci beaucoup, Renaud Grolet. Merci à vous. Merci bien. Un mot de ski avec la très belle deuxième place d'Alexis Pinturo ce dimanche sur le slalom de Zagreb. Une première depuis maintenant 5 ans pour le skieur de Courchevel. Clément Noël, lui, termine 4e de cette course remportée par l'inévitable Marcel Hirscher. Clément, c'est de retour pour le rappel des titres pour ce journal. Alors, tu vas passer là. Oui, je regarde. Les maires de Haute-Savoie, les maires ruraux de Haute-Savoie qui se sentent un petit peu abandonnés. Oui, donc il y a plusieurs maires de Haute-Savoie qui organisent leur propre concertation au moment de la fameuse concertation publique nationale. C'est Emmanuel Jaude qui est allé à leur rencontre. Et puis on parlera de la sclérose en plaques. Un nouveau centre médicalisé dédié aux malades de la sclérose en plaques va voir le jour à la Montrée. C'est à Saint-Joriot. C'est un réel soulagement pour les familles et les malades. Merci beaucoup Clément. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la pub, pour le journal de la rédaction. À tout de suite.